Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va parler de la carrière très intéressante, très folklore du boxeur Battling Siki. Battling Siki qui a été le premier Africain champion du monde de boxe. Alors c'est un podcast qui m'avait déjà été pas mal demandé à l'époque où je faisais la série Il était une fois la boxe. J'avais commencé à y travailler dessus mais ça n'avait pas pu se faire. Et bon, au final, ça avait été un peu laissé de côté. Et aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était la bonne occasion de revenir un petit peu sur la carrière très intéressante de Battling Siki. Écoutez, sans perdre plus de temps, on va commencer parce que vous allez voir qu'il y a une carrière assez riche, assez étonnante et assez particulière, Battling Siki. Donc Battling Siki, en fait, il est né à Saint-Louis au Sénégal le 16 septembre 1897. Et de ce qu'on en sait, il n'a pas vraiment de nom réellement connu. Parce qu'en fait, il a souvent voyagé dans sa vie, il est souvent parti à l'étranger et du coup, il a eu plusieurs noms civils qui ont été attribués. Mais le nom qui aujourd'hui est le plus retenu comme étant son véritable nom de naissance, c'est Amadou Mbarik Fall. Donc Amadou Mbarik Fall, il a grandi au Sénégal, dans son pays d'origine. Et ce qu'il faisait, c'est que pour gagner sa vie, en fait, il plongeait dans la mer, il allait ramasser des coquillages au fond de la mer. Donc c'était déjà en fait un sacré athlète dès son plus jeune âge, Amadou. Et c'est d'ailleurs au Sénégal qu'il va rencontrer en fait une danseuse hollandaise qui était en tournée, avec laquelle il va se lier et qui va l'amener en Europe. Et en fait, il va aller avec elle donc du coup vers l'Europe et il va s'installer notamment en France. Alors pourquoi la France ? En fait, parce qu'à cette époque, le Sénégal, comme vous le savez, était une colonie française. Et du coup, de fait, Amadou, il avait déjà la nationalité française. Ce qui lui permettait donc de pouvoir vivre dans notre pays hexagonal et d'y pratiquer un travail, enfin d'y mener une vie normale. Donc il est adolescent au moment où il arrive en France. Et il va commencer à faire en fait la plonge dans plusieurs restaurants parisiens pour gagner sa vie. Et comme il est super athlétique, très rapidement, il va se tourner vers le nouveau sport qui est en train de monter en France, c'est la boxe anglaise. Alors pourquoi la boxe anglaise ? Parce qu'elle est extrêmement populaire de par une figure qui est Georges Carpentier. Voilà, donc à ce sujet d'ailleurs, je vous renvoie au livre de Stéphane Adjeras sur Georges Carpentier. On avait fait une vidéo dessus avec lui. Donc je vous en renvoie à ce livre qui d'ailleurs évoquera le cas Battling Siki, on va y revenir après. Mais voilà, qui est un excellent livre que je vous conseille. Pour en revenir à Siki, il a 14 ans en 1912 et il va faire ses débuts professionnels. Et on va du coup lui donner le nom de Battling Siki. Voilà, il s'appelait, je vous rappelle, Amadou Barik Fall de ce qu'on en sait. Et il va recevoir ce nom de combattant, Battling Siki. Ce qui était assez courant à l'époque de donner des noms, des surnoms aux boxeurs pour que ce soit plus accrocheur. Et Battling, c'était très répandu. On avait eu Battling Nelson, on avait Battling Lewinsky et on en aura d'autres par la suite. Donc Battling Siki, il fait son premier combat à 14 ans et ça va plutôt mal commencer pour lui puisque face à Louis Maria, il va perdre par abandon dès la deuxième reprise. Entre 1912 et 1914, il va accumuler les combats et son palmarès, n'est pas super brillant, c'est-à-dire qu'on regarde, il y a 8 victoires pour 6 défaites et 2 matchs nuls. Alors on peut mettre ça aussi sur le compte de la jeunesse de Battling Siki qui, je vous rappelle, il a 14 ans, donc il est encore adolescent. Il y a aussi un autre fait, c'est qu'il n'est pas vraiment allé, on va dire, dans les grosses écoles de boxe. C'est pas un pur boxeur, Battling Siki, c'est plutôt un bagarreur sur le ring et ça, on va avoir l'occasion d'en reparler. Quoi qu'il en soit, sa carrière elle va être entravée en 1914 puisque, comme beaucoup, il va être pris par la Première Guerre mondiale. Il va notamment rejoindre le 8e régiment d'infanterie. Et sur le front, il va plutôt se démarquer puisqu'il va obtenir des récompenses comme la croix de guerre et également la médaille militaire avant d'être démobilisé. Donc voilà, un parcours assez particulier, lui aussi un peu comme Georges Carpentier d'ailleurs. Et en 1918, du coup à la fin de la guerre, il va reprendre sa carrière de boxe et cette fois-ci, ça sera chez les Minours puisqu'il a grandi forcément entre-temps, il s'est étoffé physiquement. Et là, c'est plus du tout le même combattant et il va se mettre à enchaîner les victoires. Alors en 1920 d'ailleurs, il va partir, boxer et s'installer à Amsterdam. Du coup, il va s'installer dans une salle qui avait là-bas où il s'entraînera, où il mènera donc ses entraînements. Et il va du coup combattre pas mal de fois en Hollande et il va notamment rencontrer une néerlandaise qui va devenir son épouse par la suite, avec laquelle il aura un fils qu'il appellera Louis. Alors il boxe un peu partout en Europe à cette époque-là, Battling Siki.
Il va boxer aux Pays-Bas, il va boxer en Allemagne et il va surtout boxer en France, hein, le pays par le biais duquel il s'est installé en Europe. Et c'est d'ailleurs là qu'il va faire la rencontre du manager Charlie Ehlers. Charlie Ehlers qui va devenir son manager officiel. Et vous allez voir que c'était un sacré loustic ce Charlie Ehlers, on va en reparler. Donc entre 1919 et 1922, il enchaîne des séries très impressionnantes, Battling Siki, puisqu'il va enchaîner 43 victoires, 21 par KO, pour seulement une seule défaite et 2 matchs nuls. Donc là, autant vous dire que Battling Siki, ça commence à devenir quelque chose de très sérieux dans le monde de la boxe. Et il faut le voir, en fait, c'est un super athlète, il est très costaud, il est très physiquement, il est très étoffé. C'est pas un pur boxeur, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment un styliste, un esthète des rings. Par contre, c'est une bête physique, quoi, vraiment un sacré cogneur et qui peut, qui a une endurance, c'est vraiment un gars qui mise avant tout sur ses qualités physiques qui sont assez exceptionnelles et qui lui permettent de faire plier ses adversaires. Il fait tellement parler de lui en France mais aussi en Europe que ça va même interpeller François Descamps qui à cette époque, je vous le rappelle, est le manager de Georges Carpentier. Et Descamps, il va de suite imaginer la super affiche qu'il pourrait faire entre Georges Carpentier, qui est le champion du monde actuel des poids mi-lourds, premier champion du monde français, je le rappelle, et donc chez les mi-lourds, la catégorie dans laquelle boxe actuellement Battling Siki. Donc évidemment, il se dit que ça peut faire une affiche super vendeuse en France. Georges Carpentier, il est évidemment très connu à cette époque, c'est une star européenne mais une star même mondiale, et il vient justement de participer au gros combat du siècle face à Jack Dempsey en 1921, combat qu'il a perdu, je vous rappelle, dans lequel il s'est notamment blessé à la main droite et avant d'être mis KO par Dempsey à la 4e reprise. Donc du coup, il a quand même subi un terrible revers pour le coup Carpentier en tentant d'aller conquérir le titre des lourds. Donc là, il s'est réinstallé dans sa catégorie des mi-lourds. Et pour le relancer, Descamps pense effectivement à un combat face à l'étoile montante Battling Siki. Alors il commence à organiser ce combat, sauf que très rapidement, François Descamps, il va prendre peur. Il va prendre peur parce que Carpentier, en fait, à ce moment-là, il a tendance à décliner, alors parce qu'il y a l'usure des combats, mais il y a également le fait qu'il s'éparpille, Carpentier. Il devient acteur et il s'entraîne beaucoup moins. Et parallèlement à ça, en fait, Descamps, qui a prévu le combat pour le 24 septembre 1922, il va un peu visiter le camp d'entraînement de Battling Siki et ça va lui faire d'autant plus peur parce qu'il voit que Battling Siki, il s'entraîne comme un fou et que physiquement il est au top et que à ce rythme-là, ça risque de ne pas passer pour Georges Carpentier. Donc François Descamps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose qui nous sera confirmé en fait en 1954, même si on le savait déjà, mais qui a été confirmé dans les mémoires de Georges Carpentier en 1954. Il va se rapprocher du clan Siki, notamment de Charlie Ehlers, et il va leur demander s'ils sont prêts en fait à se coucher, à accepter de l'argent, de façon illégale pour se coucher face à Carpentier. Et Battling Siki, il va accepter cette offre, il va plus ou moins l'accepter sous les conseils de Charlie Ehlers, son manager, qui va lui dire qu'en gros c'est une bonne affaire et qu'il faut qu'il accepte cette offre. Et donc déjà ce combat, vous l'aurez compris, part sur des mauvaises bases, mais ça va aller encore plus loin parce qu'en fait, Battling Siki, il va accepter à une condition. La condition, c'est que Carpentier ne porte pas ses coups sur le match. Ce qui peut être compréhensible, il n'a pas forcément envie de se faire amocher s'il doit se coucher de lui-même. Mais déjà, en fait, ça trahit un peu quelque chose, c'est-à-dire que ça sous-entend qu'il faut mettre Georges Carpentier au courant de l'arrangement. Et en principe, si vous regardez dans l'histoire de la boxe, les combats truqués, on avait justement le seul boxeur qui est au courant sur le ring de l'arrangement, c'est celui qui doit se coucher, pas celui qui est censé gagner. Parce que le but, c'est que justement lui ne soit au courant de rien et il boxe comme il boxe normalement pour donner le change. Mais là, quand les deux sont au courant, tu as des risques de te faire griller. C'est un petit peu un truc de base. Et on va voir que justement, ça va poser les bases de ce combat qui déjà part sur des très très mauvais rails. Donc le combat arrive le 24 septembre 1922, donc c'est un combat arrangé, truqué, où Siki doit se coucher a priori au 5e round. Donc il y a une foule immense, ça se passe au stade de Buffalo à Montrouge, donc c'est vraiment très impressionnant. Vous avez les images de ce combat, vous avez le film, on va d'ailleurs en parler, mais vous pouvez le trouver sur YouTube, donc ouais, vous allez voir, c'est assez impressionnant cette foule qu'il y a vraiment pour ce combat. Donc le premier round commence, et comme il était prévu, Carpentier boxe sans appuyer ses coups, quoi. Vraiment,
il cherche pas à faire mal à Siki. Et de son côté, Siki joue également le jeu, c'est-à-dire qu'il ne fait rien pour enrayer Carpentier. Sauf qu'en fait, Siki il fait vraiment aucun effort, c'est-à-dire qu'il reste vraiment sur la défensive, il envoie quasiment aucun coup. Et à un moment donné, dans le premier round, Battling Siki, il va même mettre un genou à terre sur un petit coup de Carpentier qu'il a à peine effleuré. Et je vais vous dire, en fait, ce knockdown, il sera tellement pas crédible que bon, la foule va huer. Et puis surtout, même l'arbitre, en gros, ne va pas compter Siki. Il va lui dire ouais, non, arrête ton cinéma, relève-toi, il t'a pas touché, quoi. Donc voilà comment ça part. C'est la fin du premier round. Et du coup, ben, autant vous dire que à l'intervalle des rounds, ben, le camp Carpentier va prendre peur parce qu'en fait, ils entendent de la foule huer et ils comprennent qu'en fait, à ce rythme-là, ils vont se faire griller parce que vraiment, Siki, il fait rien pour donner le change, quoi. C'est vraiment, ça se voit que là, le combat est pipé, quoi. Et du coup, le clan Carpentier va dire à son boxeur, écoute, tant pis, il faut rompre notre promesse de ne pas appuyer les coups, il faut que tu le mettes KO pour de bon, parce que sinon, on va se faire griller. Et effectivement, au deuxième round, Carpentier, il rompt sa promesse et il se met à attaquer Siki avec des coups très durs. Donc Siki voit ça, il accroche Carpentier, il l'avertit en lui disant, c'est pas ce qui était convenu dans les accrochages. Et il va même lui dire, si tu continues comme ça, moi aussi, je vais y aller franco. Et le deuxième round donc se passe. Et au troisième round, Carpentier continue du coup à appuyer. Et Siki décide lui aussi de rompre l'accord. Et il se met également à appuyer les coups. Et alors là, ça part sur un véritable combat de chiffonnier. Où les deux s'envoient des coups très très larges. Et c'est vraiment, c'est pas de du grand pugilisme on va dire. Mais c'est assez spectaculaire. Les deux s'envoient des très gros crochets. Et à ce jeu-là, c'est Carpentier qui va toucher Siki dans un échange et qui va l'envoyer au tapis. Alors Battling Siki va se relever, mais immédiatement, Georges Carpentier il va lui bondir dessus et il va lui remettre un coup qui va à nouveau l'envoyer au tapis. Donc Siki, il se relève encore une fois, il trouve encore la force de se relever. Carpentier à nouveau se jette sur lui pour le finir, sauf que cette fois-ci, Siki l'attend au tournant, il le prend en compte sur une droite et à son tour, il envoie Carpentier au tapis. Donc c'est un round complètement fou. Carpentier se relève, il est sonné. Et à ce moment-là, donc Siki se jette sur lui pour le finir. Carpentier va réussir à finir le round, mais vraiment dans la difficulté, on voit qu'il est sonné. Et quand il revient dans son coin après le troisième round, eh en fait, il va dire à son coin qu'il s'est blessé à la main droite. Et visiblement, donc la même main qu'il avait blessée quelques mois plus tôt face à Jack Dempsey. Donc là, Carpentier se retrouve avec la main blessée, sonné, mal préparé, puisque comme je vous avais dit à ce moment-là, il s'était vraiment éparpillé Carpentier, c'est pour ça que Descamps avait cherché à truquer le combat. Et alors là, ça va être vraiment, il va se faire surclasser, mais il va surtout se faire malmener par Battling Siki, qui va le dominer, qui va le bouger dans tous les sens. Et on va voir que Carpentier, il est véritablement impuissant. À tel point qu'au cinquième round, même s'il est toujours là, il va se mettre à user, Georges Carpentier, de coups irréguliers. Dans les accrochages, il va mettre des coups de tête à Siki. Des coups de tête d'ailleurs que vous pouvez voir dans le film du combat qu'on a, on les voit les coups de tête. Et évidemment, face à ça, la foule qui va voir les coups de tête va se mettre à huer Carpentier et va immédiatement prendre le parti de Battling Siki, quoi, en voyant comme ça tourne le combat. Au cinquième round, Siki d'ailleurs, dans ce même cinquième round, il va plutôt se venger des coups de tête puisqu'il va réussir à envoyer Carpentier au tapis. Mais Carpentier, une fois encore, va se relever et va survivre au round. Sixième round, on va voir que Siki, lui aussi, il va plus ou moins ne plus respecter les règles, étant donné que Carpentier ne les respecte pas et que ça semble être devenu un règlement de compte. Et en fait, dans un accrochage, il va en profiter pour placer un petit croc à jambe, une sorte de low kick au genou, une petite balayette, qui va faire baisser la garde de Carpentier. Et à ce moment-là, il va en profiter pour y mettre un crochet à la face. Donc Carpentier va tomber. Il va être un knockdown, mais on le voit par terre se tenir la jambe. Et l'arbitre qui a vu le coup irrégulier de Siki, le petit coup de pied au niveau du genou, va choisir de disqualifier Battling Siki. Et à ce moment-là, ça va déclencher une polémique, puisque la foule va huer la décision, parce qu'il y a déjà alors une partie de la foule qui n'a pas vu ce coup de pied. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça fait encore polémique. J'ai vu des articles qui parlent d'un prétendu coup de pied et que la décision de l'arbitre n'était pas du tout justifiée. Bon, aujourd'hui, une fois encore, je vous l'ai dit, on a les images de ce combat. Vous pouvez très nettement le voir, le coup de pied de Siki. Oui, il y a clairement un coup de pied de Siki. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, on avait fait une vidéo avec JC sur Box Attitude, sur les boxeurs français, où on revenait sur ce combat, et où JC dans le montage avait mis un ralenti. On le voit très nettement, c'est comme les coups de tête de Carpentier, je veux dire, faut pas... Voilà, on les voit. Donc là aussi, on voit clairement ce coup de pied.
Mais une fois encore, il y a une partie de la foule qui l'a pas vu, mais surtout l'autre partie qui l'a vu, en fait, en gros, estime que c'est plus ou moins de bonne guerre au vu des coups irréguliers qu'a fait Carpentier avant. Donc du coup, en fait, la foule qui depuis un petit moment dans le combat a pris clairement le parti de Siki va hurler Siki vainqueur, Siki vainqueur, Siki vainqueur, et ils veulent pas, en fait, ils rejettent la décision de l'arbitre. Et l'ambiance, en fait, devient très très chaude dans le stade de Buffalo, et il y a même, en fait, à un moment donné, on se dit ça va vraiment partir à l'émeute, il y a un vrai risque. Donc les juges du combat, ils vont s'isoler à l'intérieur avec l'arbitre, et puis ils vont revenir sur le ring un petit peu plus tard, et au final, ça va être fou, ils vont changer l'annonce de la disqualification, ils vont déclarer la victoire de Battling Siki par KO technique à la 6e reprise. Donc là, autant vous dire que c'est un coup de tonnerre. Battling Siki qui bat George Carpentier, la superstar, et qui devient le premier Africain champion du monde de l'histoire de la boxe. Pas le premier noir, mais le premier boxeur africain. Donc cet événement va être élu surprise de l'année par Ring Magazine. Et une fois encore, ça va être un coup de tonnerre vraiment. Et c'est un combat qui, au final, a été assez oublié, même si ces derniers temps on en a reparlé, mais que l'histoire a préféré oublier. Alors pour quelle raison, c'est assez compréhensible, c'est-à-dire que ce combat, il représente tout le côté le plus sale de la boxe, c'est-à-dire arrangement, combat truqué, coups irréguliers des deux côtés. Je veux dire, la décision qui change au dernier moment, il y a vraiment ce combat, il est irrécupérable, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout, il y a la magouille, le fait que ça vire véritablement au règlement de compte sur le ring et que c'est même plus de la boxe. Mais voilà, quoi, ça reste historique puisqu'effectivement, c'est quand même Battling Siki qui, in fine, devient champion du monde des poids mi-lourds et donc premier champion du monde africain. Je rappelle aussi au passage qu'à ce moment-là, il prend le titre de champion d'Europe des mi-lourds, mais également le titre de champion d'Europe des poids lourds que détenait Carpentier. Donc il fait vraiment un très gros coup Battling Siki. Et après ça, forcément, c'est lui le nouveau champion. Et il va y avoir une grosse aura. Alors, même si en fait, il va susciter diverses réactions dans les médias, il y a ceux qui vont le traiter vraiment avec mépris en l'affublant du surnom le champion Z, et il y a ceux qui vraiment vont l'encenser comme étant le nouveau champion, le premier boxeur africain champion du monde. Et ça va vraiment devenir une star, Battling Siki, parce qu'il a battu la star mondiale Carpentier, et véritablement là, il va être sur un sommet. Et hélas, en fait, comme beaucoup de boxeurs qui arrivent à ce sommet, il va un peu trop profiter de son succès et il va partir dans l'excès, Battling Siki. C'est-à-dire que de ce qu'on sait, il fréquente les grands clubs parisiens parce qu'il est devenu, après cette victoire face à Carpentier, il est devenu extrêmement populaire dans tout le Paris mondain, Battling Siki, comme le sera d'ailleurs plus tard un certain Panama Al Brown. Et c'est vrai qu'il fait souvent la fête, et de ce qu'on dit, c'est un amateur de champagne, c'est un amateur d'absinthe et de femmes, Battling Siki. Et du coup, il a tendance clairement à délaisser son entraînement et sa condition physique. Alors ce qu'on sait de lui dans le Paris de l'époque, c'est que c'était quand même un sacré personnage assez fantasque et haut et en couleur, Battling Siki. On sait que souvent il portait des costumes apparemment assez extravagants. On raconte qu'il se trimballait sur lui avec un pistolet et que des fois il se mettait à tirer en l'air en public. Et on sait qu'il se balade aussi avec d'énormes dogs allemands. Et il y a même une rumeur qui prétend qu'il se serait promené sur les Champs-Élysées avec un lion en laisse. Voilà, donc comme quoi George Foreman et Mike Tyson n'ont rien inventé. On pourrait même dire que Siki non plus, puisque le premier champion à s'être affiché avec un lion, que je sache, c'était Bob Fitzsimmons. Mais en tout cas, est-ce que cette rumeur, elle est vraie ou fausse, donc de Battling Siki qui se promène sur les Champs-Élysées avec un lion en laisse? J'ai envie de vous dire, vu l'époque, moi ça me paraît très possible. Et même si c'est faux, en fait, ça en dit long sur à quel point Battling Siki il a marqué l'imaginaire et l'inconscient collectif de France, quoi. Pour qu'on parle de ce genre de choses, c'est devenu quelque chose, c'est devenu un véritable phénomène, Battling Siki. Et c'est à tel point que ça dépasse les frontières françaises, et qu'à l'époque, Tex Richards, qui est le plus grand promoteur au monde, qui était l'un des pionniers de la promotion, le promoteur de Jack Dempsey notamment, qui organisait tous les gros combats aux États-Unis des grandes stars, et ce gars-là va s'intéresser à Battling Siki. Il va carrément lui proposer un contrat pour plusieurs combats aux États-Unis. Et là, c'était un contrat qui était assez alléchant, puisqu'on lui proposait de rencontrer Harry Wills, donc boxeur noir américain qui combattait chez les poids lourds. Il y avait également Johnny Wilson, donc champion du monde des poids moyens à ce moment-là. Il y avait Harry Greb, donc qui était un très très grand boxeur de l'époque, qui n'était pas encore devenu champion du monde et qui boxait chez les moyens et les mi-lourds. Donc ça aurait pu se faire, je pense, ça aurait plus été chez les mi-lourds si le combat s'était fait. Et on lui proposait même de se confronter à la superstar, le champion du monde des poids lourds, Jack Dempsey.
Alors, est-ce qu'il aura accepté Dempsey, en sachant que Dempsey, on sait que ses promoteurs refusaient qu'il affronte des boxeurs noirs à l'époque, notamment il n'a pas affronté Harry Wills, il n'a pas affronté Sam Langford. Donc un boxeur noir africain, est-ce qu'il l'aura affronté? J'en suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, la question ne s'est pas posée, puisqu'au final ce contrat n'est pas allé plus loin. Et Siki, surtout à ce moment-là, va avoir d'énormes problèmes en France avec la fédération de boxe française, qui va décider de le suspendre pour plusieurs mois, pour prétexte officiel conduite anti-sportive. Alors quels étaient les arguments invoqués pour cette conduite anti-sportive de Battling Siki? Il y en avait deux. Le premier, c'était ce fameux croc en jambe lors du combat de Carpentier, avec lequel il a fini le combat. Et il y avait surtout une altercation qu'il aurait eue sur un ring avec un manager de l'époque qui s'appelait Fernand Cuny. Ça s'est passé le 8 novembre 1922, c'était à la salle Wagram à Paris. C'était lors d'un combat entre Billy Balzac et Maurice Prunier. Il y avait Siki qui, à la fin du combat, est monté sur le ring pour voir le manager, donc Fernand Cuny, et se embrouillé avec lui. Il l'aurait insulté devant la foule, il l'aurait menacé et il l'aurait même frappé. Donc tout ça en public. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, il aurait été suspendu 9 mois pour conduite antisportive. Ceci dit, il y en a beaucoup qui pensent que la véritable un petit peu raison de ça, qu'on a un peu sauté sur ce prétexte, c'était qu'en fait, il n'avait pas tenu son arrangement en fait avec Georges Carpentier, qu'il avait refusé de se coucher face à Carpentier, et que c'est un peu plus ou moins la fédération française qui était mouillée là-dedans avec la mafia de la boxe qui en gros lui faisait payer de ne pas avoir tenu l'accord qu'il y avait avec Carpentier. Mais en plus ça serait forcément probable, d'autant plus que Siki est allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il avait refusé de se coucher, mais il a plus ou moins parlé dans un premier temps indirectement de cet arrangement. Notamment, il avait déclaré à la presse quelques jours après le combat contre Carpentier, il avait dit et dire que je devais tomber contre Carpentier. Alors, ça veut tout dire et rien dire, hein, ça pourrait dire qu'il n'était pas favori dans les pronoms, mais là où ça va aller plus loin, c'est que il y a un député sénégalais de l'époque, Blaise Diagne, qui va lui publiquement déclarer dans la presse que ce combat entre Siki, il était arrangé, que ce combat entre Siki et Carpentier était arrangé. Donc lui, il avait eu des infos là-dessus. Et Battling Siki en fait va rien faire pour le contredire, au contraire, il va confirmer les propos de Blaise Diagne. Donc autant dire que non seulement il ne s'est pas couché, mais en plus il vend la mèche. Donc ça le met vraiment dans une situation très dangereuse vis-à-vis de ceux qui ont essayé de truquer le combat, quoi. Bon, ceci dit, la sanction, la suspension de Siki ne s'applique qu'en France. Donc lui, ça n'empêche pas de partir boxer à l'étranger, et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Et en fait, on va lui proposer un combat pour contre le challenger donc, du titre des mi-lourds, qui à l'époque est Mike McTwigg, qui est un Irlandais, et on lui propose justement d'aller faire le combat en Irlande. Sauf que c'est assez particulier, puisqu'en Irlande, à ce moment-là, en 1923, on est en pleine guerre civile et la situation est dangereuse. Et d'ailleurs, il paraît que Siki justement ne voulait pas aller boxer là-bas, et que c'est son manager Charlie Ehlers qui l'aurait soi-disant rendu ivre et qui l'aurait fait amener contre son gré sur un bateau pour l'Irlande. Là encore, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais en tout cas on sait comment il a mené plus ou moins la carrière de Battling Siki, Charlie Ehlers, et que bon, il avait que très peu d'estime pour son boxeur, si ce n'est qu'il le considérait comme de la chair à canon, hein. Donc ça serait pas impossible, alors ça a peut-être été un peu exagéré, mais qu'il ait poussé pour ce combat, ça me paraît évident. Donc une fois encore, c'était assez dangereux puisqu'on était en pleine guerre civile et il y avait beaucoup de gens des deux bords en Irlande qui ne voulaient tout simplement pas que ce combat ait lieu. Et durant les semaines de préparation, les deux boxeurs, que ce soit Battling Siki ou Mike McTwigg, ils vont recevoir énormément de menaces de mort, et du coup il va y avoir ils vont être très encadrés sur le plan sécuritaire parce qu'il y avait une menace qui était réelle. D'ailleurs, quelques jours avant le combat, les murs de l'aréna qui étaient prévus pour l'événement, ils ont été criblés de balles de mitraillettes, donc ça vous donne l'ambiance. Il y a même pire, c'est que le jour juste avant le combat, il y a une mine qui va exploser non loin de l'enceinte du combat. Donc je vous laisse imaginer dans quelles conditions ils allaient combattre ces deux-là, quoi. Alors de toute façon, ce combat va quand même se faire malgré tout, mais du coup on va annuler la pesée. Il n'y aura pas de pesée, c'est assez particulier. Alors je pense que peut-être c'était dû à tous les événements qu'il y avait. Ils se sont dit on va pas faire, on va pas en rajouter, on va éviter cet événement. Et en fait ils sont montés directement au combat, et c'est un combat qui va aller à sa limite des 20 rounds, et ça va être en réalité Mike McTwigg qui va l'emporter au point. Alors en fait ça va faire des polémiques parce que le combat a eu lieu en Irlande face à un Irlandais, et l'arbitre qui a rendu la décision était irlandais. Donc beaucoup vont dire qu'il a été partial et que Siki s'est fait voler.
Alors, sur ça, on a plusieurs rapports. On a des rapports anglophones qui, eux, décrivent un combat qui aurait été très très peu actif pendant 13 rounds et qu'à partir du 14e, ça a commencé en fait à s'ouvrir, le combat a commencé à s'ouvrir et Siki en fait était déjà épuisé et c'est McTwig qui a trouvé les ressources d'accélérer jusqu'au 20e round et qui du coup allait chercher les rounds qui lui manquaient pour l'emporter. Ceci dit, il y a des médias français, notamment c'est le média Le Parisien, si je vous dis pas de bêtises, qui rapporte qu'en gros, il y avait plus ou moins fait que le public irlandais sur place aurait hué la décision. Donc ça en dit quand même long si c'est le cas. Et en fait, eux, ils ont un récit assez différent. Ils disent que le combat, il a été effectivement très peu actif, mais qu'il ne s'est pas emballé au 13e, mais au 17e. Et que bon, c'était un petit peu trop tard à ce moment-là pour McTwig pour vraiment arriver à reprendre le combat. Donc, quelle est la vraie version? On ne saura jamais. En tout cas, les faits sont là, c'est qu'il va perdre Battling Siki. Et en fait, il va également, dans ce combat, perdre son titre. Alors, ça aussi, ça a déclenché une petite polémique. Alors, plus des années après, parce qu'en fait, sur ce combat, officiellement, le titre n'était pas censé être en jeu. Et beaucoup ont dit on y a retiré de façon complètement arbitraire son titre alors qu'il n'était même pas en jeu. Alors en fait, s'il y a eu cette erreur qui a été faite, c'est pas de mauvaise intention, c'est que le monde de la boxe à l'époque était déjà extrêmement compliqué. C'est-à-dire que le titre de champion régulier, donc le titre de champion linéaire, il était bien en jeu. En revanche, le titre de l'IBU, donc de l'International Boxing Union, titre champion du monde, lui, il n'était pas en jeu. Pour une simple raison, parce que cette fédération n'était absolument pas reconnue à l'époque. C'était une petite fédération qui d'ailleurs a duré jusqu'à 1947 où elle a été dissoute. Elle n'avait aucun impact en fait en Irlande. Donc d'ailleurs, je vous ai retrouvé des articles de l'époque sur l'IBU. Donc il y en a un que je vais vous lire justement où on vous explique ce que c'est. Donc le titre de l'article c'est qu'est-ce que l'IBU? L'International Boxing Union semble vouloir prendre de l'importance. Elle a tenu un grand congrès et a envoyé de longs communiqués pour faire croire qu'elle était une personne considérable et qu'elle avait une réelle autorité. Ne nous emballons pas, l'IBU n'est pas encore une association bien puissante. La France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, la Hollande ne représentent pas le monde pugilistique. Tant que l'Angleterre, ni le Canada, ni l'Australie, ni l'Amérique n'auront pas adhéré à cette union, son influence restera très petite. Donc voilà, excusez-moi, j'ai eu un peu du mal à le lire parce que les caractères sont très très peu lisibles. Mais c'est vrai que voilà, en fait, c'était une fédération qui était reconnue dans quelques pays européens et qui n'avait aucun impact sur le monde. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce titre, oui, il n'était pas en jeu, mais le vrai titre, le titre de champion linéaire reconnu par tous, lui était en jeu. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a un autre article qui, lui, est du journal Lotto, que je vais vous lire aussi parce qu'en fait, ça a été écrit par un certain Henri Decoing qui, lui, avait visiblement déjà anticipé que ça allait créer des polémiques. Parce que dans son article, il pronostiquait, lui, une victoire de Battling Siki. Et concernant ce pronostic, écoutez ce qu'il dit. Espérons qu'il se réalisera, donc en parlant du pronostic, car la victoire de McTwig ferait naître des polémiques interminables en ce qui concerne les titres de champion du monde et d'Europe que Siki détient et qui ne sont pas en jeu puisque le combat ne se dispute pas sous les règlements de l'IBU. Et donc lui il avait plus ou moins senti venir le coin et les coins parce que effectivement l'IBU n'était pas en jeu mais le titre champion régulier il était. Donc Battling Siki, il a bel et bien perdu son titre sur le ring face à Mike McTwig. Donc voilà pour cette perte de titre. Après ça, il va donc revenir en France, Battling Siki, où il détient du coup toujours ce titre IBU, ce titre mineur, mais il détient également le titre champion d'Europe des mi-lourds et des lourds qui eux n'étaient pas en jeu lors du combat contre McTwig. Et il va revenir faire un combat en France contre un certain Émile Morel, qui était d'ailleurs le champion de France à l'époque, si je ne me trompe pas, des mi-lourds. Et il faut savoir que Siki pour ce combat ne voulait pas que ses titres, donc titre de champion d'Europe des mi-lourds, des lourds et le titre IBU soient en jeu. Il avait menacé de ne pas combattre si on voulait lui mettre les titres en jeu. Sauf que la fédération refuse de céder et en fait elle demande vraiment à Siki de défendre ses titres dans ce combat. Et Siki en fait il va faire plus ou moins une sorte de... il va trouver une sorte de parade, c'est-à-dire qu'il va refuser de se peser pour ce combat. Et le fait qu'il refuse de se peser, on ne savait pas à quel point il était et donc les titres n'étaient pas en jeu. Donc le combat effectivement faisait en sorte qu'il n'y ait pas les titres en jeu, donc ça a été un moyen pour lui de combattre sans devoir mettre ses titres sur la balance.
Et Gramier en a pris puisque c'est un combat qu'il va perdre, alors qu'il perd de façon assez incompréhensible puisqu'apparemment il dominait clairement le combat. Et il va être disqualifié sur un énorme coup bas dans le 6e round qui vaudra les huées de la foule et qui va lui valoir d'être disqualifié direct, tant c'était clair et volontaire. Donc voilà, défaite pour Siki, mais il conserve mine de rien ses titres. Ensuite en France il va continuer à combattre, il va enchaîner sur 2 victoires par KO. Et puis il va décider de plus ou moins répondre à l'appel qu'il avait fait Tex Richard il y a des années, de partir aux États-Unis et d'aller boxer là-bas. Et donc c'est ce qu'il va faire, il va partir vers les USA et il va débarquer à New York. Et quand il débarque, il va apprendre qu'en France, on lui a retiré absolument tous les titres qu'il avait, donc champion d'Europe des mi-lourds et des lourds et titre IBU, au prétexte qu'en fait, il avait refusé, Battling Siki, de combattre dans un match d'exhibition pour les laboratoires de France. Donc là, bon, il arrive, il apprend ça. Et c'est vrai que c'est un prétexte assez ridicule, quoi. On lui retire ses titres, pour le coup, on lui retire vraiment de façon injuste parce qu'il a refusé de combattre pour une exhibition. Et pour beaucoup, la véritable raison, c'est une fois encore qu'on lui fait payer le fait qu'il ait refusé de se coucher face à Carpentier, que la fédération lui fait payer ça. Et d'ailleurs, à l'époque, il faut savoir que ça va faire un énorme scandale dans la presse française qui commence déjà, qui est parlé du trucage, c'est-à-dire qu'on a eu la révélation officielle de cet arrangement entre le clan Siki et le clan Carpentier en 1954 dans les mémoires de Carpentier, mais c'était, je veux dire, tout le monde le savait déjà, c'était un secret de polichinelle, et déjà dans les médias de l'époque, je vous le dis, on en parle ouvertement, on sait très bien ce qu'il en est réellement. Donc ça fait un scandale clairement dans la presse française de l'époque qui trouvait injuste qu'on retire à Siki ses titres de cette façon. Mais au final, pour Battling Siki, ça a assez peu d'importance puisque désormais il est aux États-Unis. Et je veux dire, bon, la fédération française n'a aucun impact ici et il compte bien se refaire une nouvelle carrière aux États-Unis. Et pour son premier combat d'ailleurs à New York, on lui fait vraiment pas de cadeau puisqu'on lui met en face Kid Norfolk. Kid Norfolk qui était un boxeur afro-américain qui était un des meilleurs du circuit. Et là, Battling Siki va se connaître une défaite au point assez net des récits qu'on en a. Donc après ça, ça va vraiment, on va voir un déclin chez Battling Siki, c'est-à-dire qu'il va cumuler plus de défaites que de victoires sur les combats suivants. Les raisons sont assez claires de ce qu'on en sait, c'est une mauvaise hygiène de vie. Battling Siki, il fait la fête, il boit de l'alcool, il se bagarre aussi souvent. Et du coup, il n'est pas souvent dans la salle d'entraînement, il le paie sur le ring par la suite. En 1925, ceci dit, il va faire face à Paul Berlenbach, qui sera un futur très grand champion des mi-lourds. Et il va lui donner vraiment tout un combat, mais il va quand même finir par s'incliner par KO technique à la 10e reprise. Son bilan US à ce moment-là, si on regarde, il est de 11 victoires, 7 par KO pour 17 défaites, un match nul et 2 no contest. Donc on voit vraiment que ça s'est effondré du côté de Battling Siki. Mais c'est vraiment une fois encore dû à son hygiène de vie et le fait qu'il se tienne trop éloigné des salles. Et à ce moment-là, mine de rien, on voit qu'il se détache de plus en plus de la boxe. Et d'ailleurs, il fait la rencontre d'une artiste qui s'appelle Liliane Werner et il va se marier avec. Et là, ça va créer une nouvelle polémique concernant Battling Siki, puisqu'il était déjà marié et père de famille. Et à l'époque, donc, ça avait beaucoup choqué qu'il se remarie comme ça. Donc Battling Siki, comme je vous le dis, à ce moment-là, il fait souvent la fête dans des bars clandestins à New York, puisque je vous rappelle qu'on est en pleine prohibition. Et de ce qu'on en sait, souvent, il boit beaucoup, il refuse ensuite de payer parce qu'il est ivre, et souvent, ça dégénère en bagarre. Et à ce niveau-là, Battling Siki, il fait la une de la presse à scandale américaine, où on parle souvent de lui pour ses déboires dans les soirées de New York, quoi. Et le 15 décembre 1925, Battling Siki, un soir, il est arrêté en état d'ivresse par un policier. Alors il va dire qu'il rentre chez lui simplement, et le policier va le laisser partir. Et quelques temps plus tard, on va retrouver Battling Siki dans un coin de rue, raide mort, qui a été abattu de 2 balles dans le dos alors qu'il avait seulement 28 ans, Battling Siki. Et alors là, évidemment, ça va faire parler. Alors à l'époque, ça a fait parler pas tant que ça au final, parce que, je vais vous dire, il y avait tellement de criminalité à New York à cette époque-là. Mais bon, là, c'était quand même un ancien champion du monde qui décédait. Mais surtout, c'est par la suite qu'on va vraiment parler, parce que cette mort, elle est mystérieuse. On n'a jamais su qui l'avait assassiné, ce qui s'était réellement passé, et ça va laisser libre cours à plusieurs théories. Pour beaucoup, en fait, il a été assassiné par la mafia, Battling Siki. À quel prétexte? C'est qu'en fait, on pense qu'il avait eu un arrangement
comme avec Carpentier à l'époque en France, c'est qu'il en a une nouvelle fois, il n'avait pas tenu cet arrangement, il avait refusé de se coucher et qu'on l'avait fait payer de façon beaucoup plus radicale cette fois pour ça. Alors, cette théorie, très honnêtement, elle repose sur rien du tout parce qu'il n'y a aucun combat aux États-Unis où on a polémique à ce niveau-là, c'est-à-dire il n'y a aucun combattant qu'il a affronté dont on sait qu'il aurait été aligné avec la mafia, même si on sait que la mafia avait la même mise sur la boxe new-yorkaise, mais on n'a pas d'infos sur un combat en particulier sur lequel il aurait refusé de se coucher, donc c'est une théorie qui ne repose sur pas grand-chose. La raison la plus probable vraiment de la mort de Battling-Siki, selon beaucoup, c'est dû tout simplement à son train de vie et c'est sûrement une embrouille, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, souvent il allait dans les bars, il se rendait ivre, ça dégénérait souvent en bagarre et beaucoup pensent que suite à une embrouille, il s'est fait un ou des ennemis et que ça a été un règlement de compte où il s'est fait abattre dans le dos. Voilà, c'est l'issue la plus probable, même si on ne saura jamais vraiment de quoi est mort Battling-Siki, enfin plutôt pourquoi est mort Battling-Siki. Donc il aura des funérailles à Harlem, à New York, et c'est vrai qu'il va tomber véritablement dans l'oubli. Puis petit à petit, au fil des années, son histoire va vraiment renaître, et en 1993, le Sénégal, donc son pays d'origine, va décider de faire rapatrier son corps au Sénégal, au pays. Donc c'est quand même assez extraordinaire, c'est-à-dire que ça montre à quel point Battling-Siki c'est quelque chose d'important et c'est devenu vraiment pour le Sénégal une fierté puisqu'on parle du premier boxeur africain champion du monde. Donc ouais, ça a quand même en dit long qu'autant d'années après, on fasse rapatrier son corps dans son pays natal. Donc voilà pour l'histoire de Battling-Siki qui se termine de façon tragique, comme hélas beaucoup d'histoires de boxe. Et c'est vrai que quand on regarde, ça a quand même été une carrière assez folle et surtout avec des histoires complètement tout aussi folles quoi. Donc c'est vraiment quelque chose, et c'est vrai que Battling-Siki, quand on regarde des images qu'on a de lui, des récits qu'on a de lui, c'était quand même un sacré combattant, une fois encore très physique, qui n'était pas un grand pugiliste, mais vraiment un monstre physique, et c'est Mike McTweek justement qui disait de lui, il est puissant, et s'il apprenait à boxer, il serait excellent. En tout cas, ça reste un personnage assez énigmatique, assez fascinant de l'époque, et c'est vrai que qui continuera à nourrir beaucoup l'imaginaire, puisqu'il y a beaucoup de mystères autour de sa vie, de sa carrière. En tout cas, ça a vraiment été une carrière très particulière, et il a vraiment marqué les esprits de la boxe, Battling-Siki. Donc voilà pour cette histoire, ce podcast. J'essaierai peut-être de voir si je peux vous mettre en lien notamment des articles dont certains j'ai cités de l'époque qui parlent notamment du scandale concernant Carpentier et Siki, et notamment du scandale concernant la perte de ses titres, enfin la déchéance de ses titres quand il a commencé à combattre aux États-Unis. Donc en tout cas voilà, moi j'ai pris plaisir à vous raconter cette histoire. Je prévois d'autres podcasts sur la chaîne, donc on en reparlera évidemment. J'ai d'autres idées, j'ai d'autres projets, mais en tout cas voilà pour ce podcast sur ce Battling-Siki qui est un personnage très intéressant que je vous invite d'ailleurs à creuser. Et donc, écoutez, on n'en dit pas plus et je vous dis à une prochaine fois. Merci à tous ceux qui auront écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci de soutenir la chaîne et je vous dis à la prochaine.